Vous êtes sur la panafricaine Médiane TV. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui prend à cœur toutes les problématiques qui sont liées à la jeunesse, mais l'émission qui donne surtout la parole aux jeunes pour décortiquer leurs sujets. Les sujets, on parle de proximité de la jeunesse, cette jeunesse qui représente l'avenir de demain. Vous connaissez le procédé de l'émission scindé en deux parties. La première, elle sera consacrée un petit peu à ces phénomènes qui créent beaucoup d'ennuis dans les entreprises. On parlera des rumeurs, évidemment, comment les faire taire. En d'autres termes, comment gérer les rumeurs au sein d'une entreprise. Des éléments de réponse en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième et dernière partie d'émission avec mes invités, nous allons plancher un petit peu sur un autre phénomène. Il est parfois qualifié, ce phénomène, un petit peu de paresse. Ça a tendance un petit peu à paralyser la mémoire de beaucoup de jeunes. On parlera de l'ennui. Mais l'ennui est toujours vu un peu sur l'angle de la négativité. Mais est-ce qu'on peut tirer du positif dans l'ennui? Des éléments de réponse. En fin d'émission avec mes invités, ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit de Edwin, étudiant en droit. Plusieurs participations évidemment à Génération News. J'ai simplement envie de te dire bienvenue chez toi, Edwin. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est moi, Régis. Et juste de l'autre côté, nous avons Exaucé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tu es dans le domaine de l'informatique. En tout cas, merci d'être de nôtre aujourd'hui sur ce plateau Génération News. C'est un plaisir pour moi de faire partie de cette émission. Plaisir partagé, on l'espère, pour la seule femme de ce plateau, Bénie Dieudonné, étudiante en droit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Edwin, je me tourne vers toi pour déclencher cette première thématique liée évidemment aux rumeurs au sein d'une entreprise. Comment les faire taire? C'est la thématique centrale. Mais avant, évidemment, d'entrer en profondeur, on va peut-être revenir un peu sur les mots-clés quand on parle de rumeurs. Aujourd'hui, mon cher Edwin, au sein d'une entreprise, ça renvoie à quoi? On va le dire simplement, lorsqu'on parle de rumeurs au sein d'une entreprise, on parle des on-dit, comme on les appelle couramment, ou du moins des ragots. Il s'agit ici des informations qui circulent, qui peuvent être fondées ou pas, et qui ont tendance à plonger l'entreprise dans un climat, on va dire, négatif. D'accord, justement. Et on parle des rumeurs au sein d'une entreprise. Pourquoi déjà ces rumeurs-là et comment les gérer, mon cher Edwin? Pourquoi ces rumeurs? Pour plusieurs choses. Moi, je dirais l'entreprise est un lieu de concurrence, on va le dire. Donc, en réalité, c'est un lieu de concurrence pour moi intellectuelle. Mais lorsque on n'arrive pas à, on va dire, s'affronter sur ce terrain-là, il y a certains qui utilisent des manœuvres, telles que les rumeurs, pour déstabiliser un tant soit peu un collègue, un chef ou que sais-je encore. Et donc, lorsqu'ils ont recours à cela, c'est pour gagner, on va dire, gain de cause derrière. Mais ce n'est pas forcément toujours la meilleure des stratégies. Donc selon toi, la rumeur, malheureusement, elle va uniquement dans l'objectif de nuire au sein d'une entreprise, parce que tu parles de déstabiliser, tu parles de concurrence, tu parles un peu des moyens sombres pour arriver à ses fins. C'est vraiment l'objectif premier, nuire? En fait, c'est comme je l'ai dit. L'entreprise est un lieu de concurrence, mais ça doit être une concurrence saine. Ouais. C'est ce que j'appelle une concurrence intellectuelle. C'est-à-dire ça doit être notre travail qui nous permet de nous démarquer ou qui nous permet d'être un élément d'appréciation. Maintenant, après, on se rend compte que certains n'arrivent pas à le faire, ils utilisent ces rumeurs-là. Mais la rumeur ne doit pas être ou n'est pas forcément liée au fait qu'on veut déstabiliser quelqu'un. Ça peut aussi partir d'une situation, d'un constat dans l'entreprise. Et comme les employés ou les collaborateurs ont du mal, on va dire, à le régler, ça va de bouche en oreille, et puis voilà. Justement. Exaucé, alors évidemment, un peu comme tout le monde ici, vous avez déjà expérimenté le monde de l'entreprise, donc le monde professionnel. Récemment, tu étais dans une entreprise, mon cher Exaucé, c'est un peu ce que tu nous as laissé entendre en off. Et comment ça se passait? Je veux dire, évidemment, des rumeurs, tu en as sûrement entendu. Comment tu te comportais face à ça? Est-ce que tu étais aussi ce personnage-là qui se laissait séduire ou bien
tenté à l'idée de découvrir ce qui se dit dans l'entreprise, ou bien tu estimes que ça ne te concerne pas, tu es dans l'entreprise pour un but bien précis et que la rumeur, c'est pas forcément quelque chose qui va te faire avancer, te faire progresser au sein de l'entreprise. Comment tu les gères en général, ces rumeurs-là, ces bruits de couloir, comme on dit? Merci pour la parole. Déjà, il faut savoir que dans la vie, il faut avoir un objectif. Et lorsque tu as un objectif, peu importe ce qui se passe dans les couloirs de l'entreprise, de l'école, par-ci par-là, toi, tu focalises sur ton objectif. Que rien ne change ton objectif vis-à-vis de ce qu'on dit. Bon, certes, à un moment donné, il y a la concurrence dans le monde de l'entrepreneuriat et de fois on travaille pour avoir de l'argent. Donc, du coup, dans les coulisses, quelqu'un peut stipuler que voilà, telle entreprise paye mieux qu'ici. Ouais. Du coup, moi, je pense que ça sera mieux pour moi de m'éclipser par la petite porte au lieu de dire que voilà, je vais démissionner, de peur qu'on puisse couper mon salaire à la fin, parce que certaines entreprises, lorsque vous démissionnez, on prend le salaire du commencement et puis on vous donne juste ce que vous avez consommé. Donc du coup, pour éviter tout cela, certains profitent de l'occasion par la petite porte, sortir et partir. Mais de mon cas personnel, tout le temps qu'il y avait des rumeurs dans mon entreprise, je faisais comme si mes oreilles n'étaient pas là. Déjà, comme je l'ai dit au départ, l'affinité et le langage, c'est pas tout le monde qui parle le même langage dans l'entreprise. Certains parlent arabe, anglais, wolof, yoruba, etc. Donc, du coup, c'est vraiment difficile pour toi de capter cela. D'où les rumeurs, c'est un côté positif aussi. Bon, certes, on est là pour apporter la lumière à ça. Mais oui, on aura évidemment l'occasion de développer ces côtés positifs. Puisque tu en parles, quels sont ces côtés positifs-là, selon toi? La promotion des postes, par exemple. D'accord. Lorsque tu passes là vers la RH, tu pourras écouter dans les coulisses que voilà, l'agent qui passe là, d'ici le mois prochain, il sera promu. Donc du coup, tu considères ça comme une bonne nouvelle pour toi. Tu ne vas pas le garder seul tellement que la joie est si immense. Ouais. Tu vas le partager avec les autres mains. Il y a une rumeur d'une augmentation de salaire du personnel et tout ça. Et parmi tant d'autres, il y a toujours des tomates pourries dans les bonnes. Ils vont te demander qui te l'a dit et tout. Et ils vont commencer à ramener ça comme une histoire de tribalisme en quelque sorte. Voilà, lui vient d'arriver et autres et autres. Et donc, du coup, ça se passe. Donc, moi, perso, j'ai très bien géré mes humeurs de l'entreprise, je n'ai pas baissé la garde vis-à-vis de ça et je ne sortais guère un mot. Certes, je suis devant la caméra, mais je ne sortais guère un mot. Moi, je viens. Mais est-ce que tu n'étais pas quelque part tenté? Parce que le problème avec la rumeur au sein d'une entreprise, c'est qu'en fait, tout le monde veut avoir l'information. Effectivement. Toi, même si tu es dans. Effectivement, tu as tes principes, tu as tes valeurs, mais quelque part, on est un peu tenté parce qu'on se dit peut-être que la rumeur me concerne. Donc, du coup, j'ai. Tout à fait. Tu peux te rapprocher d'un collègue plus proche de l'entreprise, demander dis-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais du moment où tu pars, l'information déjà, quand ça commence d'un fil A, ça part au B aussi, ça change de version. Ouais. Donc, quand tu reçois cela, est-ce que toi, tu as la bonne information? Et ça peut te causer des ennuis derrière sans que tu te rendes compte. Parce que quoi, à la fin, on pourra dire que c'est ex de ce qu'il a dit dans l'entreprise, après on te met à la porte. Ouais. Donc, du coup, je n'ai jamais... Tu prends juste note de l'information sans forcément mettre en application tout ce qui a été dit ou bien manifester évidemment au cas où ça te concerne, évidemment. Ma chère Béni, évidemment je parlais tout à l'heure du monde professionnel, peut-être toi également tu l'as côtoyé ou pas, tu me diras, mais je pars du principe que si tu es entrepreneur aussi, donc le monde de l'entreprise tu connais. Du coup, comment les faire taire? Déjà ces rumeurs-là, la question je l'ai posée à Edwin, mais je te la pose aussi, comment les faire taire? Et quelles peuvent être les responsabilités des patrons, donc les chefs d'entreprise, en cas de rumeurs qui pourraient, comme l'a souligné Edwin, affecter le personnel et par ricochet affecter l'entreprise? Bon, déjà, je n'ai pas encore côtoyé le monde professionnel. Bon, d'accord, c'est tout le mal qu'on te souhaite, alors, ma chère Béni, de côtoyer ce monde. Enfin, par rapport à ce que je peux dire, c'est que la responsabilité des chefs d'entreprise ou du manager, c'est d'abord de favoriser la communication. La communication entre le personnel, les collaborateurs et du coup le haut sommet. Et puis après, quand il y a une rumeur, il s'agira pour eux d'analyser est-ce que cette rumeur-là vaut la peine d'être clarifiée. Parce qu'il y a des rumeurs qui ne sont pas du tout futiles. Ou bien est-ce que cette rumeur-là est grave au point de nuire à l'entreprise, à conduire à des poursuites judiciaires. Du coup, si la rumeur est grave au point de causer beaucoup de conséquences, il s'agira pour le chef d'entreprise de prendre ses responsabilités et de clarifier les choses, de mettre le point sur les i. Mais la question doit être aussi analysée du point de vue des salariés. C'est vrai que le manager ou les chefs d'entreprise ont leurs responsabilités, mais les salariés également ont leurs responsabilités. Comme le disait tout à l'heure Exaucé, quand il entendait des rumeurs, il s'est dit que ce n'était pas vraiment nécessaire de rester là à écouter parce que ça peut également changer notre façon de voir les choses et notre façon également de travailler, quoi.
Ouais, quand tu parles de clarifier les choses en faisant allusion au chef d'entreprise, ça va dans quel sens? Dans le sens, tout de suite, s'il y a une rumeur, de faire circuler la bonne information pour faire taire justement la rumeur. La communication dont tu fais allusion, ça se réfère à quoi de façon concrète? Je pense que tout dépend des moyens dont il a à sa possession. Ouais. Il pourra quelquefois aussi tenir des réunions, voilà, faire asseoir son équipe et leur parler directement, ça dépend. Il peut aussi, si c'est vraiment important, si c'est vraiment nécessaire, d'envoyer également des mails ou s'il y a un système d'information dans l'entreprise, diffuser ces informations. Donc pour faire taire les rumeurs, selon toi, ma chère Bénie, c'est de beaucoup communiquer avec son équipe, avec son personnel, donc de mettre au même niveau d'information tout le monde au sein d'une entreprise. Edwin, c'est vrai qu'on a parlé effectivement dans la responsabilité du chef d'entreprise, enfin des responsables pour éviter évidemment la répétition. Mais je veux dire, on parle de la responsabilité. Est-ce que la sanction du coup est aussi un moyen, même si ça peut être radical, un moyen de faire taire la rumeur? Ça sous-entend qu'il va falloir mener une enquête pour arriver à trouver la personne qui a, on va dire, l'élément déclencheur de ces rumeurs-là et de sanctionner. Est-ce que la sanction aujourd'hui apparaît, ou bien peut apparaître comme étant un élément important, un facteur important dans le fait de devoir taire des rumeurs en entreprise? Oui, mais bien sûr. Mais la sanction ici, il ne faut pas la voir toujours au niveau ultime. C'est-à-dire une grande sanction. Ça peut être une sorte de sommation aussi, ou ce que je peux appeler une sanction primaire. C'est-à-dire lorsqu'on se rend compte qu'il y a des ragots pour un chef, par exemple, si on est dans une entreprise industrielle et qu'il y a un service opérationnel ou technique, c'est selon, le chef de ce service-là, s'il se rend compte que par rapport, je ne sais pas trop moi, à un dysfonctionnement au niveau de la chaîne, il y a cette information-là qui circule un peu partout. Et c'est une entreprise qui a pignon sur rue, qui fabrique je ne sais quel produit. Il peut interpeller son équipe ou mener une enquête avec des questions sans faire comprendre aux gens vers où il va aller, mais poser des petits pièges comme ça pour déceler ce qui ne va pas et qui peuvent être les éventuels à l'origine de cette rumeur-là. Et par la suite, il va donner une sanction, peut-être une mise à pied ou, je ne sais pas moi, une interdiction d'exercer pendant un certain moment. Et suite à cela, quand les autres prennent conscience de la chose, ils se rendent compte qu'il y a le collègue ou le collaborateur qui a été mis sur la touche à cause de cette affaire, je pense qu'ils vont un peu reculer. Parce que si on laisse la rumeur s'agrandir, on ne sait pas vers où elle peut aller. Oui, parce que tout à l'heure, Béni, on voulait t'interrompre, Béni parlait de la qualité, enfin le niveau de la rumeur, enfin elle laissait entendre, pardon, hein, je vais te paraphraser ma chère Béni, qu'en fait si la rumeur n'est pas assez influente au point d'impacter l'entreprise, ça va, on peut la laisser et tout le reste. Mais est-ce que c'était pas là le danger quelque part de se dire, ok, on banalise le niveau de la rumeur tant qu'elle n'impacte pas, tant qu'elle n'est pas si grave, parce que c'est cette même rumeur qui peut grandir et de devenir encore plus grave, effectivement. Ouais, c'est justement cela le problème, c'est ce que je disais en amont. C'est-à-dire, ici, il ne faut pas banaliser. Le monde de l'entreprise est un monde assez complexe. Et surtout lorsqu'on est une entreprise, il ne faut pas seulement voir l'attaque interne. Il faut aussi voir l'attaque externe. Exactement. Donc, une rumeur qui sort de l'entreprise pour se retrouver dehors, ça peut être très très dangereux pour l'entreprise. Bah déjà, ça va salir l'image de l'entreprise. Ouais. Par exemple, lorsqu'on va sur le domaine judiciaire, on nous a appris, pour nous qui sommes en droit, que lorsqu'une entreprise est en redressement, par exemple, il faut faire très très attention à ce que ce genre de nouvelles-là ne circule pas. Parce que ça peut être favorable pour la concurrence. Ils peuvent s'en servir pour mettre en place des moyens pour la déstabiliser complètement. Ouais. Alors que l'idée derrière le redressement, ce n'est pas tant éteindre l'entreprise, c'est permettre à cette entreprise-là d'avoir du sang neuf. Justement, alors Béni, moi en préparant cette émission, hein, pas très loin de ce que notre ami Edwin vient de souligner, alors moi il y a des spécialistes qui m'ont laissé entendre, effectivement, on fait recours aujourd'hui, on fait allusion, du moins l'analyse de Edwin fait allusion à ce qu'on appelle la communication de crise. Je pense que vous connaissez un petit peu le concept et tout, et dans cette communication de crise, il y a d'abord le premier point, c'est d'accepter d'abord que l'entreprise
est dans une crise et qu'il va falloir communiquer. Donc, il y a une communication interne et externe. Et justement, c'est ça, pour éviter de salir l'image. Il me laisse entendre également qu'en fait, les rumeurs, tu parlais de points positifs, parce que la rumeur aussi au sein d'une entreprise n'est pas forcément quelque chose de négatif, parce que ça permet de mettre les responsables dos au mur, dans le sens de devoir effectivement prendre en compte tous les problèmes qui ont été soulevés dans la rumeur. Si aujourd'hui on dit ah tiens, mais au niveau de l'entreprise on n'a pas de cafetière, on n'a pas, le personnel n'arrive pas à travailler, il n'y a pas assez, on n'est pas dans les bons moyens, voilà, on n'a pas le bon moyen pour travailler et tout le reste. À partir du moment où c'est énuméré, la rumeur permet justement de faire ressortir les mots qui minent l'entreprise et de les solutionner. Du coup, ma chère Béni, moi, la question que j'ai envie de te poser là-dessus, tout à l'heure, tu as parlé de la communication. Dans ce cas, il va falloir avoir une double communication, aussi bien à l'endroit du personnel, mais aussi à l'endroit, évidemment, comme on parle tout à l'heure, la communication extérieure pour éviter de salir l'image à l'extérieur. La communication, elle est de façon globale, ma chère Béni. Ok. Oui, c'est vrai, effectivement. Il y a non seulement la communication au sein de l'entreprise, il y a plusieurs moyens qui peuvent être mis en place et je pense que c'est plus facile de communiquer à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que c'est plus facile de dire à ses salariés ou à son personnel qu'on traverse une situation de crise, une situation compliquée. Mais le dire à l'extérieur, c'est un peu plus difficile parce que les concurrents peuvent user de cette information-là. On montre ses faiblesses. Effectivement, user de cette information-là pour justement rabaisser l'entreprise de plus belle. Donc moi, je pense que la communication externe est bien plus difficile en fait. C'est vrai qu'il faut communiquer, mais il faut communiquer avec des pincettes en fait. Il faut savoir quoi dire pour ne pas que ça nous cause préjudice après, quoi. Justement, et en parlant de ces rumeurs au sein de l'entreprise, alors les recevoir en général, on demande pas grand-chose, hein. Tu es là au boulot et puis tu reçois une information, tu prends note de l'information sans forcément... Est-ce que réellement, moi c'est la question exaucée que j'ai envie de te poser, est-ce que réellement on peut les taire ces rumeurs-là? Parce que même si on sanctionne la personne qui a lancé l'élément, la vérité c'est que tout le monde a l'information. Donc si on sanctionne la personne qui a fait courir la rumeur, à partir du moment où l'information a circulé, on est obligé de sanctionner tout le monde aussi. Mais comment ça se passe? Est-ce que réellement on peut les faire taire, ces rumeurs en entreprise? Effectivement, on peut faire taire les rumeurs en entreprise. C'est juste qu'il faut rassurer son personnel. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai vu convoquer une réunion. Peut-être c'était pour une information quelconque. Lorsque vous convoquez le personnel pour une réunion d'1 ou 2 minutes, c'est pour leur faire comprendre que voilà, il y a un bruit qui circule. Je n'ai pas besoin de savoir qui est à l'origine de ça. Une chose est sûre, que le fait de divulguer l'information ne nous arrange pas. Vous savez qu'aujourd'hui, la concurrence, c'est la marque de l'entreprise. Donc du coup, si vous voulez travailler avec nous, vous devez au moins avoir le verbe respecter dans vos bouches, et le respect est toujours important dans la Est-ce que c'est une communication qu'il va falloir avoir en amont? C'est-à-dire avant tout de suite de signer le contrat ou bien avant cette communication-là, est-ce qu'il faudrait l'avoir en amont? C'est-à-dire avant évidemment de commencer à... Lorsqu'on signe des contrats, généralement parlant, on n'évoque pas ça, on est dans un monde de jeunes, on laisse tout le monde faire tout ce qu'il veut, mais c'est juste que tout n'est pas permis. Oui, mais il y a ce côté confidentiel quand même. Je veux dire, la responsabilité de l'employé, c'est de se dire, il y a des informations que je ne dois pas... tout vendre. D'accord. Ouais, mais évidemment, à ce niveau-là, il faut communiquer, il faut avertir, il faut prévenir, il faut sensibiliser. Oui, et peut-être faire preuve de ce que vous avez mentionné au départ, la sanction. Ouais. Mais sanctionner, c'est bien, mais c'est juste que est-ce que c'est la bonne personne? Parce qu'il y a certains qui ne veulent pas se dévoiler pour protéger, parce qu'il y a aussi l'affinité qui est là. L'autre a dit je veux le couvrir, mais celui qui paye les pots cassés, c'est peut-être pas le concerné. Ouais. Mais c'est très difficile dans l'entreprise de trouver le vrai coupable. Parce que ça va prendre du temps, chercher l'assurance et tout et autres, mais c'est juste que les rassurer, les parler, mais après penser au dehors, parce que lorsque ça sort, c'est fini. Et lorsque ça sort, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va encore annoncer là-bas, alors que vous aurez beaucoup de choses dans le cadre de la justice et tout. Vous allez vous justifier pour rien. Après, ça va demander coupure de salaire pour certains personnels, parce qu'il faudra que vous allez justifier cela, ce qu'on a évoqué dans votre entreprise. Est-ce que là-bas, il y a des toilettes? Non. Est-ce que vous payez bien et tout, etc. Donc, la communication, certes, c'est la clé, mais
c'est un peu... Mais on peut quand même faire taire les rumeurs dans l'entreprise. D'accord. Avec une Edwin, façon, et la rumeur, ça tue. Là, je rejoins encore l'avis de notre amie Dieudonné Béni quand elle parlait le niveau de l'information, l'importance de l'information. Parce qu'évidemment, si une rumeur circule sur, par exemple, les salaires des employés, tout de suite, on va verser dans une forme de... ça va un peu mettre certaines personnes dans des cases. Si moi, je me rends compte que X est mieux payé que moi par rapport, or on fait le même travail, tout de suite, ça crée un peu des frustrations au sein de l'entreprise. Donc oui, la qualité de l'information, de la rumeur, tue non seulement l'employé de l'intérieur, et ça tue également l'entreprise de l'intérieur. Oui, mais bien sûr. Raison pour laquelle il faut mettre en place... J'aimerais d'abord revenir sur la question posée à Exaucé. En fait, ici, il ne s'agit pas de dire que on peut impérativement éliminer une rumeur. Non, la rumeur fait partie de la vie de l'entreprise. Ouais. Parce que s'il y a rumeur, c'est qu'il y a quelque chose en bas ou derrière. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est qu'on peut éviter que cette rumeur ne prenne de l'ampleur. Et comme ils l'ont dit, éviter que cela ne se retrouve dehors. Parce que lorsque cette rumeur-là est dehors, on ne peut plus mesurer l'ampleur ou ce que ça va donner. Oui, et on parlait de communication de crise. Voilà, on est obligé de revenir sur une communication. C'est très dangereux pour l'entreprise. Ouais. Maintenant, en ce qui concerne la communication, ben, c'est la base de toute chose, c'est la base de toute relation. On ne peut pas être dans une entreprise où on n'a pas installé un climat de communication apaisé. C'est-à-dire où salariés et employeurs, collaborateurs échangent sur tout et sur la vie de l'entreprise. Par exemple, tu as pris un point, les salaires. Les salaires, généralement, comment ça se passe pour éviter qu'on en arrive là? Dans chaque secteur d'activité, il y a une grille salariale. Donc, il serait bon, ou il est bon pour chaque employeur, d'afficher cette grille-là. Pour que je sache, moi, qui suis venu pour postuler pour tel poste, que voilà la grille dans laquelle je me situe. Il ne faudrait pas que demain je dise « Ah, mais Béni, elle est payée à 200 000 francs, pourquoi moi j'ai 150 000 francs ?» Alors que par rapport à la grille, qui a certains éléments d'appréciation, Béni mérite son salaire. Ouais. Donc, mais c'est confidentiel, on ne peut pas communiquer là-dessus. C'est assez confidentiel quand même, le salaire, la grille. Oui, le salaire en tant que tel, mais la grille, je pense qu'il y a possibilité. Parce que comme j'ai dit, dans chaque domaine, il y a une grille. C'est-à-dire c'est des calculs. La base sur la base desquels on peut arriver au salaire. Maintenant, il ne s'agit pas ici de divulguer le salaire brut ou net, non. Mais il s'agit ici de dire que voilà, pour telle personne, voilà comment est-ce qu'on calcule son salaire. Non, et puis après, il y a des catégories, on parle de catégories A, B, exactement. A, B et tout le reste, cadre, ingénieur et que sais-je encore. Donc, il faut que ces genres d'informations-là soient accessibles pour taire justement ces rumeurs-là. Alors, ma chère Béni, en parlant des procédés, des moyens, tout à l'heure, tu as évoqué la communication, un point sur lequel notre ami Edwin a insisté, la communication au sein d'une entreprise, ça reste un facteur clé pour faire taire ces rumeurs, mais d'aucuns disent aussi que le côté ludique peut également participer à faire taire les rumeurs. Quand je parle du côté ludique, c'est les after-work, par exemple, ou encore des team building, où effectivement, le personnel se retrouve pour passer des moments de détente, et tout le reste, ça permet de renforcer les liens, et d'aucuns disent que ça permet de renforcer la rumeur, mais d'autres disent que ça permet de taire la rumeur parce qu'on se retrouve autour d'une table, on oublie le boulot et on pense à autre chose. Est-ce que tu partages, quel avis te correspond le mieux? Est-ce que les team building, les after-work, ces activités extra-professionnelles, est-ce que ça permet justement de faire taire la rumeur ou bien selon toi de renforcer encore la rumeur? Bon, c'est vrai que ces activités extra-professionnelles peuvent concourir à créer plus de liens. Quand les liens sont créés, il y a un sentiment de confiance qui s'installe entre les différents membres de l'équipe. Mais moi, je pense que ça ne peut pas totalement faire taire les rumeurs, en fait. Comme disait Edwin tout à l'heure, ça va toujours exister, en fait. Même entre nous-mêmes, dans différents milieux dans lesquels nous vivons, il
il y a forcément des rumeurs. Donc ces activités extra-professionnelles peuvent faire taire d'une manière ou d'une autre, mais pas totalement en fait. En fait, on est appelé à vivre avec des rumeurs, avec ces rumeurs-là. mon cher Exorcé. Donc du coup, si je comprends bien, aujourd'hui, les responsabilités sont partagées aussi bien au niveau du personnel qu'au niveau des chefs d'entreprise. Et la tenue, mon cher Exorcé, parce qu'on arrive à la fin de cette première partie, en quelques mots, la teneur du discours des responsables doit s'orienter de quel côté aujourd'hui pour essayer d'installer ce climat de béatitude au sein de la communication en entreprise? D'accord. Ça doit se pencher beaucoup plus sur les responsables. D'accord. Genre tirer les pinceles entre eux et rassurer le personnel en quelque sorte que voilà, malgré qu'il y a ci à ça, nous vous garantissons que ça ne va peut-être pas se produire la prochaine fois et comportons-nous en professionnel. D'anticiper, c'est-à-dire aussi par exemple il y a une rumeur qui circule en termes d'augmentation de salaire. Est-ce que le responsable doit parler en disant oui, il y a une augmentation, mais ça se fera dans 3 ans? Non, il n'y a pas d'augmentation, c'est une simple rumeur, je ne sais pas qui l'a lancée, mais est-ce qu'il faut tout de suite désamorcer? Tout de suite. Bon. Lorsque la rumeur est déjà sortie, c'est difficile de la rattraper. Ouais. Peut-être pour essayer de ramener l'atmosphère de joie. Ouais. Le responsable peut balancer, bon, voilà, dans 2 semaines, chacun de nous aura un changement de salaire. Juste pour apaiser un peu le cœur du personnel et tout. Bah, après, on sait que ce qu'on dit 2 fois, on ne respecte pas dans les entreprises. Bon, et effectivement, c'est parfois un peu compliqué, comme on parle également de l'ennui au milieu professionnel. On marque une courte pause, justement en parlant d'ennui. On va décortiquer la deuxième thématique dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons parler de l'ennui. L'ennui qui est considéré comme un vice, mais toujours le cas. Raison pour laquelle on va un petit peu apporter des éléments de réponse sur cette thématique. Exorcé, je me tourne vers toi parce qu'évidemment, cette thématique, j'ai envie de dire qu'on a un petit peu tous concernés par l'ennui. On s'ennuie parfois ou pas. Mais je veux dire, toi, à quel moment tu t'es justement piqué par cette, on va dire, par cette belle maladie ou pas, hein, entre guillemets, évidemment. À quel moment tu t'ennuies? Quelles sont des situations où malheureusement, tu n'as pas envie de faire grand-chose? Couramment parlant. Tous les jours? C'est lorsqu'on n'a pas l'argent que voilà. L'ennui devient vraiment important parce qu'on se dit que l'argent c'est la solution pour toute chose et tout. Ben après, à un moment donné, c'est quand tu as besoin de conquérir quelque chose, ça te rend un peu furieux. Dans le cadre un peu de la prière, des fois tu as prié un sujet, ce n'est pas exaucé comme tel, ça te frustre en quelque sorte et tout, mais sinon l'ennui c'est un quotidien qu'on ne peut pas ignorer tous. On vit avec et on est avec. D'accord. Mais du coup, toi, comment tu t'occupes justement quand tu te retrouves dans pour tuer l'ennui? Comment ça se passe? Parce que c'est une expression, hein, bien sûr. Pour tuer l'ennui, comment toi tu y arrives? Bon, un petit secret pour moi lorsque. C'est plus un secret. Hein. Là, tu partages. Mais lorsque l'ennui arrive, ouais. Quand je suis amoureux de football, je propose des matchs avec des amis. D'accord. Et ensuite, on fait des petites cotisations 2000, etc. Autant trouver un terrain, par exemple Dakar Sacré-Cœur. On part jouer parce que le fait de rester seul en soi peut te pousser à des idées un peu bizarres. Donc le fait de sortir dans son cadre et dans son périmètre, aller un peu vaquer dans d'autres activités quelconques, pour moi, c'est le football. C'est la solution pour évacuer mes ennuis. D'accord. Benny, du coup, est-ce qu'il va falloir apporter un distinguo entre la paresse et l'ennui ou bien ce sont 2 sœurs jumelles? Pour moi, c'est un peu des choses... Enfin, c'est pareil pour moi, en fait. Moi, je me dis qu'on s'ennuie, peut-être parce qu'on manque quelque chose à faire. D'accord. Du moment où... Je ne dis pas que je ne m'ennuie pas, en fait. Je me mets dans le paquet, mais je me dis que quand on s'ennuie, c'est qu'on manque quelque chose à faire. Je peux emménager mon temps pour me reposer. Je ne m'ennuie pas, je me repose. Ouais. Je peux emménager mon temps pour lire. Je ne m'ennuie pas. Je lis en fait. D'accord. Donc pour moi, quand on s'ennuie, c'est qu'on manque quelque chose à faire alors qu'il y a tellement de choses à faire. Est-ce que c'est de la paresse, le fait de s'ennuyer? Non, je dirais pas que c'est de la paresse. C'est juste peut-être pas un manque de centre d'intérêt, mais peut-être qu'on ne sait pas trop quoi faire, mais ça n'a rien à voir avec la paresse en fait. D'accord. Edwin, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat, hein, si vous le voulez bien les amis. On parle de l'ennui. Je l'ai dit un petit peu dans mon introduction, c'est considéré comme un vice. Donc, quand on parle de l'ennui, on dit d'ailleurs que le travail éloigne de nous l'ennui et tout le reste. Du coup, est-ce qu'on peut tirer un côté positif? Est-ce que l'ennui a des bienfaits
positif? Bien sûr, il ne faut pas toujours voir l'ennui comme quelque chose de foncièrement mauvais. Ouais. Pourquoi? Parce que l'ennui, en fait, c'est quoi? L'ennui, ce n'est que la traduction d'un état dans lequel une personne se sent, je dirais, n'est pas occupée, on va dire. D'accord. Elle n'est pas occupée à une activité précise, donc elle vagabonde un peu. C'est cet état-là qu'on peut caractériser d'ennui. Pour moi, l'ennui n'est pas toujours quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce que je me dis, de l'ennui peut découler quelque chose de bon. Si je prends le cas des artistes, vous allez voir que c'est des gens qui vous disent qu'ils écrivent le plus souvent lorsqu'ils sont seuls. Un peintre, par exemple, lorsqu'il s'ennuie, il est, on va dire, mieux disposé. Mais il est créatif. Voilà, il y a la création, justement. Ça permet de créer, ça permet d'imaginer. Ça permet, on va même dire, de transcender. Pourquoi? Parce qu'on est seul, on n'a rien à faire et il y a beaucoup des idées qui nous passent par la tête. Et de là peut sortir une bonne idée. Et qu'on matérialise et qui donne quelque chose de super intéressant pour les autres. Donc, exaucer ce que Edwin vient de dire, c'est que l'ennui peut être un élément déclencheur des très belles choses. Par exemple, aujourd'hui, tout à l'heure, tu viens de dire que quand tu t'ennuies, tu vas jouer au foot. Qui sait, peut-être que demain, t'es appelé à être un Sadio Mané ou un Cristiano Ronaldo. C'est tout le mal qu'on te souhaite, évidemment, s'il n'est pas trop tard, hein. Évidemment. Mais effectivement, pour rejoindre Edwin, l'ennui peut créer en nous quelque chose de positif. Et effectivement, ça peut créer quelque chose de positif en nous, n'est-ce pas? On le dit sans se rendre compte que lorsque on n'a rien en soi, étant dans sa chambre par exemple, on a des projets à réaliser. Dans l'ennui, quand je reste ici, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Mais tu n'en as pas parce que c'est l'ennui qui te pousse à le dire. Mais dans l'ennui, tu peux réaliser ce que tu as eu à penser et notifier cela quelque part. Parce que ce n'est pas juste le côté négatif qui compte, mais aussi un côté positif comme tel. L'ennui peut te propulser à des idées ou à des ondes positives inattendus, inespérés. Et après le voir en place, tous ceux qui ont excédé dans ce monde ne nous ont pas dit ce qu'ils ont fait à faire. Peut-être que le fait de rester dans un coin à réfléchir comment faire par exemple la chaîne Génération News, et bim, dans le coin, le gars réalisé et nous sommes là, présents ici dans Génération News. Ouais, apparemment Dieudonné elle partage pas totalement. Est-ce qu'il y a un désaccord, Dieudonné? Partage-nous ton désaccord ou bien ton point de vue sur l'ennui, parce que visiblement tu as un point de vue bien tranché. Nous t'écoutons. Je dirais pas que... Edwin et Exaucé ont eu à dire que de l'ennui peuvent découler des choses positives. Mais moi, je me dis que c'est pas parce que de l'ennui découle des choses positives que c'est forcément quelque chose de positif. Non, on part du principe que l'ennui peut également avoir des bienfaits. Franchement, je vois pas. Non, pas du tout. Hein. Je vois pas un bienfait dans l'ennui, en fait. D'accord. Si je manque quelque chose à faire, on fait forcément quelque chose, en fait. Même quand on se prend le temps de se reposer, on ne s'ennuie pas, on se repose, en fait. Même quand on ne fait rien, on prend le temps de réfléchir, on ne s'ennuie pas, mais on réfléchit sur notre vie, on réfléchit sur une activité qu'on a eu à réaliser, quoi. D'accord. Donc c'est ça. Donc pour toi, oui, Edwin, évidemment, il faut qu'Edwin arrive à défendre ses idées. Oui. Justement, elle fait bien de dire que même lorsqu'on s'ennuie, on réalise des choses. Et justement, il faut comprendre que ces choses-là, on les réalise à partir de l'ennui. Donc c'est l'ennui qui nous conduit à réaliser ces choses-là. Est-ce que du coup, c'est une forme de méditation, l'ennui, un petit peu? Oui, ce que je voulais, c'est comme je l'ai dit en amont, c'est-à-dire ici, l'ennui, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui nous ferme dans une sorte de... Une zone de confort, en fait. Voilà, merci. Il faut voir l'ennui comme quelque chose qui nous permet aussi de nous dépasser. C'est-à-dire, je suis là, je n'ai rien à faire. Habituellement, comme Exaucé l'a dit par exemple, j'ai l'habitude de jouer au foot ou de lire, mais je ne le fais pas. Parce que je me sens peut-être plus fatigué que ça. Je veux me concentrer sur quelque chose, par exemple, me mettre à écrire sur un projet, comme il l'a dit. Et en écrivant, je me rends compte que, tiens, c'est super intéressant ce qui se passe. Et je ne veux pas me limiter à un niveau, je veux le développer jusqu'à ce que ça donne quelque chose qui a une forme. Et plus tard, je peux le concrétiser. Ça, c'est l'ennui qui m'a poussé à le faire. Je suis peut-être d'accord avec vous dans le sens où je ne décide pas de rester dans cet état d'ennui-là. C'est que je veux ressortir dans cet état-là pour faire quelque chose après. Ça, si vous me dites ça comme ça, je peux être d'accord avec vous. Mais si tu sens que tu t'ennuies et que tu restes dans cet état, c'est pas du tout positif.
tu vois. Mais si tu t'ennuies et que tu sens que tu dois faire quelque chose après, là, peut-être qu'on peut voir le côté positif dedans. Mais justement, à ce moment, On est là pour On est toujours dans le côté positif. on est toujours dans l'ennui en fait. Voilà, on Parce est que dans la créa. l'ennui, c'est rester là, comme je l'ai dit, à ne rien faire, à se tourner le pouce ou à se dire qu'est-ce que je peux bien faire. Non. Dès qu'on est concentré, on est focus sur une activité, on peut parler d'ennui. Justement, Benny, alors évidemment, on n'est pas dans l'objectif de te convaincre. Hein. Non, c'est pas le but. Évidemment, toi, tu défends un point de vue et on respecte. Alors, je viens un petit peu sur les points abordés par Edwin, en l'occurrence, et Exaucé aussi aller dans ce sens-là. Alors, c'est un pays où j'ai tendance, mais je pense que même pour vous, dorénavant, si vous voulez préparer ces thématiques, le Rwanda et d'autres pays, hein, en l'occurrence, restent un peu des références dans ce sens-là. Alors, au Rwanda et en Occident, de façon générale, il y a des études qui sont poussées dès la maternelle, chez des enfants, l'informatique exactement aussi. En fait, ce qu'ils font, c'est assez intéressant, je trouve, et peut-être qu'il va falloir qu'on essaye d'adapter ça un peu dans beaucoup de pays sur le continent, c'est-à-dire dès le bas âge, ils voient un petit peu, ils étudient le comportement des enfants. Et s'ils voient que l'enfant s'ennuie beaucoup plus dans une matière, par exemple, ce qui est de l'informatique, par exemple, il s'ennuie en informatique, mais il est éveillé en natation. On comprend qu'en fait, l'ennui, c'est déjà un élément important pour l'élève, parce qu'on se rend compte que, évidemment, l'ennui, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé par l'informatique, il est beaucoup plus intéressé par la natation. Du coup, on oriente cet élève, ce jeune homme ou cette petite fille à la natation, parce qu'on sait que là-bas, effectivement, elle donnera le meilleur. Est-ce que du coup, là, ma chère Benny, comme je rappelle, l'objectif, ce n'est pas de te convaincre, mais est-ce que de ce côté, on ne peut pas voir effectivement l'ennui comme un baromètre, comme un élément important, positif dans l'épanouissement d'un élève? Oui, enfin, si c'est vu dans ce sens-là, je suis totalement d'accord. D'accord. Si l'ennui nous permet de détecter quelque chose qui est mieux pour nous, oui. Dans ce sens-là, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. D'accord. C'était pas le but, hein, mais merci de partager. On va rester sur l'initiative, mon cher Exaucé. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce qu'aujourd'hui, il faudra aller dans ça? Est-ce que l'ennui, on peut se servir de l'ennui comme étant, effectivement, on parle, et je pense que c'est la problématique qu'on a en Afrique, l'orientation. On a ce problème en Afrique, effectivement, où quand tu as le bac, tu sais pas trop ce que tu dois faire, tu as peur de t'ennuyer dans une matière. Il y en a qui font du droit par obligation et non par vocation. Il y en a qui font du journalisme par obligation et non par vocation. Du coup, quand on s'ennuie professionnellement, on ne donne pas le meilleur de nous parce qu'on n'est pas là où on veut être. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Est-ce que le fait très tôt d'orienter ou bien de détecter l'ennui chez un étudiant ou bien chez un élève, ça peut faciliter l'orientation dans ce sens-là? Effectivement, ça va faciliter l'orientation chez un élève, chez une personne qui est désirée à atteindre son objectif, parce qu'aujourd'hui en Afrique, on a tendance de suivre les autres. Ouais. Parce que, excusez l'expression, l'enfant de monsieur X a fait ça, toi aussi tu dois aller faire ça. Et là où nous sommes dans ce pays, beaucoup viennent en première année, commencent par la médecine, commencent par le droit, commencent par ci, par là. En L2, commencent à poursuivre leur rêve parce que ça ne trouve pas l'intérêt dans ça. Oui, on l'a vu, hein, tu démarres la première année, tu fais du droit, ensuite deuxième année, tu estimes que je ne m'en sors pas, tu décides de faire de la médecine. Tu forces, c'est prêt, c'est prêt de te casser les dents. Donc du coup, je m'aurais lancé cette campagne auprès de nous d'abord les jeunes, d'être conscients et de communiquer aussi avec les parents pour dire que ça je ne pourrais pas faire et j'ai pour vocation de faire ça. Mais bon, comme ce sont eux qui ont tendance de prendre charge des études, on n'a pas le choix. Mais c'est ça qui est plus récurrent parce que quand tu fais quelque chose qui ne t'arrange pas, il y a des résultats derrière. Et donc du coup, l'exemple du Rwanda, surtout de la Chine, parce qu'en Chine, dès le bas âge, on t'envoie dans un secteur informatique où tu arranges des petits robots, etc. Mais ici, c'est très très délicat parce que peut-être aussi à cause des moyens de bord, parce que ça aussi c'est un point, parce qu'en Afrique, on n'a pas toutes les ressources. Quelqu'un qu'on se dit, bon, on va seulement, il va faire, peut-être que tu vas aimer plus tard, mais alors que 3 ans de perdu, 4 ans de perdu, 5 ans de perdu, tu ne peux même pas faire un stage parce que tu as fait 6 ans en master, tu as fait 3 ans en licence, niet. Ouais. Donc du coup, vraiment sensibilisant par cette émission pour que lorsque les jeunes vont écouter, d'aussi mettre leur accent pour dire que moi je suis désiré à faire ça. Parce que le choix chez nous ici en Afrique est un combat. Dire par exemple à sa mère ou à son père que je vais faire la musique.
On peut te buter si le parent est là. Ouais. Non, mais ce qui est encore intéressant, Edwin, c'est un rapport qui date de 2016, qui a été réalisé par Africa Check. Donc c'était une plateforme qui essaie de regrouper les informations et tout le reste. Alors il y avait une rumeur qui circulait comme quoi près de 50% des Africains s'ennuient au boulot. Un chiffre qui a été revu à la baisse. On est passé de 50 à 12%. Mais même là encore, c'est inquiétant. Il y a 12% d'Africains qui s'ennuient au boulot. Est-ce que ça part un petit peu de ce point-là, le fait que tout de suite manque d'orientation, ce point-là, et l'impact au sein d'une entreprise? Oui, mais je crois qu'on en a déjà plus ou moins parlé ici lors d'une précédente émission. C'est comme il l'a dit. En fait, ici, on a grandi dans on va dire un cercle vicieux qui fait en sorte que l'enfant, c'est le parent qui décide pour lui. C'est pas mauvais qu'un parent décide pour son enfant parce qu'on estime toujours que le parent décide ce qui est bon pour son enfant. Ouais. Mais après, il faut tenir compte, par rapport à l'exemple du Rwanda ou de la Chine, des aptitudes de l'enfant. Ouais. De nos jours, qu'est-ce qui se passe? On prend un enfant, on fait référence, comme il l'a dit, à un oncle ou à un frère qui a réussi dans un domaine. Tiens, tu sais, moi, mon frère, il est avocat au barreau, il gagne très bien sa vie, donc j'aimerais aussi que tu sois avocat. Tu sais, moi, mon frère, il est médecin, il a un cabinet, et que sais-je encore, autant d'exemples. Et on va orienter l'enfant dans ces formations-là, sans pour autant prendre en compte, on va dire quoi, les aptitudes. Les aptitudes, ouais, est-ce qu'il est vraiment à l'aise? Oui. Et si on le fait, on force là-dedans, mais c'est logique, c'est normal que l'enfant, lorsqu'il arrive en entreprise, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas épanoui dans ce qu'il fait. Il a fait quelque chose, non pas parce qu'il aime la chose, mais parce que c'était en quelque sorte pour faire plaisir aux parents. Ouais. Donc aujourd'hui, l'ennui permet de corriger tout ça. Parce que ça permet, déjà même l'ennui, soi-même, on se rend compte qu'on n'est pas prêt pour telle chose, on n'est pas prêt pour telle chose. Parce que on a pris l'exemple des cours. L'ennui, c'est simple, hein, il faut le dire. On s'ennuie, c'est lorsqu'on n'exerce pas une activité ou lorsqu'on exerce une activité dans laquelle on ne se retrouve pas. Oui, parce que l'intérêt, c'est la base, c'est l'élément déclencheur. Justement. Si on n'est pas intéressé par quelque chose, on s'ennuie. Ce qu'il aime ne peut pas s'ennuyer. Ouais. Il peut passer des jours et des heures à le faire, il ne peut pas s'ennuyer. Mais dès qu'il ne trouve pas son compte ou ce n'est pas son intérêt, c'est logique. Au bout même de 5 minutes, ça va se faire ressentir. Du coup, Benny, l'ennui apparaît aujourd'hui comme une boussole. Un peu, une boussole qui nous aide à retrouver l'essentiel, l'intérêt surtout. Aujourd'hui, de t'ennuyer en ayant cette réflexion-là, parce que tout à l'heure, Edwin a laissé un peu souligner ce côté méditation. L'ennui renvoie un peu à ça, parce que quand on est à la maison, on réfléchit à beaucoup de choses, tu l'as souligné également. Donc, il y a un peu ce côté où on se dit, ah tiens, mais je me rends compte que je ne m'exerce pas assez dans tel domaine, ou bien je ne suis pas assez concentré à l'école quand il s'agit du droit administratif, par exemple, ou bien le droit juridique et tout ça, et qu'il faudrait peut-être que j'essaie de m'orienter. Donc ça reste un élément déclencheur. Est-ce que toi, l'ennui t'a déjà interpellé dans ce sens-là? Bien sûr, même à l'école, il y a des matières où quand tu participes à certaines matières, tu t'ennuies et tu comprends clairement que ça t'arrive souvent de t'ennuyer en cours? Bien sûr, il y a des matières, par exemple les matières de droit public. Quand je suis des cours de matière de droit public, automatiquement, je suis déconcentrée en fait. J'arrive pas à me concentrer et ça me permet en fait de savoir que franchement c'est pas ma voie quoi. Oui. C'est pas ma non, place. Mais est-ce que pas de façon directe, ça peut être aussi un élément en fait comme on dit une forme d'autocensure, c'est-à-dire ok oui par exemple tu suis du droit, tout à l'heure tu me disais tu n'étais pas très concentré dans certaines matières, peut-être que l'ennui, le fait que tu t'ennuies dans cette matière-là, ça peut être une forme d'autocensure dans le sens de te dire écoute Benny, n'abandonne pas totalement la filière de droit, essaie beaucoup plus de te concentrer dans le sens de travailler davantage pour mieux cerner les codes de cette matière. Ça peut être forcément ça, pas dans le sens de devoir laisser le droit pour... Non, pas le droit, de laisser les matières de droit, de me concentrer plus sur le droit privé que sur le droit public. Ouais. Tout dépend également de comment est-ce qu'on reçoit cette information. Du coup, il faut
analyser l'ennui avec un peu plus de maturité, quoi. D'accord. Et du coup, exaucer, est-ce que ça aussi c'est un travail personnel parce qu'on rappelle qu'effectivement l'ennui peut être là. On parle aujourd'hui, on essaie de trouver des côtés un petit peu positifs, des bienfaits de l'ennui, d'où la thématique. Effectivement, parce qu'on a tendance à voir un petit peu l'ennui comme étant un vice, je le rappelle encore, mais de ce qu'on vient de dresser sur ce plateau, on peut effectivement voir des éléments plutôt intéressants en ce qui concerne l'ennui. Est-ce que ce bilan introspectif, cette auto-censure déclenchée par l'ennui, est-ce que ça t'arrive parfois d'être confronté à ça? Effectivement, je suis confronté à ça à plusieurs reprises. Le fait d'être seul en soi et de dire que voilà, j'ai pas pu atteindre ceci. Non, c'est déjà de reconnaître que tu t'ennuies dans quelque chose. Voilà, exactement. Ouais. Oui, ça m'est arrivé à temps de reprise de m'ennuyer dans quelque chose, dans le cadre scolaire en quelque sorte et tout, lorsque le prof il est en train de faire son cours. Je me donne à fond, je suis perdu, mais le fait de rentrer chez soi, par exemple chez moi à la maison, j'essaie de réfléchir, de me mettre à la place du prof. Ça passe pas. Peut-être par le fait d'aller vers les amis, essayer de demander bon, j'ai pas compris ça comme cours, est-ce que vous pouvez malgré ça aussi, ça passe pas. Donc du coup, je suis déjà victime de ça, mais car cela ne tienne, lorsqu'on est seul en soi, on a beaucoup plus des idées positives à mettre en place que lorsqu'on est peut-être distrait par certaines choses. D'accord. Edwin, est-ce que, parce que le point souligné ici, parce que pour beaucoup vous êtes des étudiants aussi, et effectivement en fin d'études, ça reste un point assez pertinent parce que les téléspectateurs qui nous regardent évidemment sont amenés à se poser des questions, il y en a qui sont peut-être confrontés au même problème. Est-ce qu'aujourd'hui au sein aussi bien des écoles élémentaires ou encore des universités ou bien des écoles privées, est-ce qu'on doit avoir justement un petit peu cet élément-là, ce procédé utilisé par le Rwanda et d'autres pays sur le continent en ce qui concerne le fait d'étudier le comportement de l'élève ou de l'étudiant, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans des établissements, comme vous l'avez souligné, qui s'ennuient dans des filières ou bien dans des matières, ce qui fait qu'en général, cet ennui conduit à des mauvaises notes. Est-ce que derrière, faudrait-il que ces étudiants-là soient accompagnés par, je sais pas, un psychologue ou autre chose, au cas où on s'ennuie dans une matière, comme c'est le cas de notre ami Exaucé, désolé de prendre l'exemple, mais est-ce que les écoles doivent aujourd'hui, ou bien les universités doivent se doter d'un système d'accompagnement pour des étudiants qui s'ennuient dans des matières? Bon, on peut le dire ainsi, mais je pense que les universités ont déjà entamé une démarche dans ce sens. Parce que si on prend le volet droit, par exemple, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, pour se spécialiser, il faut attendre le niveau master. Avant, c'était un peu comme un fourre-tout au niveau de la licence, on peut dire, mais on s'est rendu compte que ça ne donnait pas les résultats escomptés. Donc aujourd'hui, lorsqu'on est en cycle licence, on va faire le même parcours où on a aussi bien, comme elle a dit, les matières de droit public qui sont souvent à l'origine de beaucoup de problèmes. Pourquoi? On est curieux, nous. Parce que on les considère comme les plus difficiles. D'accord. En réalité, elles ne sont pas forcément difficiles, mais elles sont techniques. Ok. Parce que lorsqu'on parle du droit constitutionnel, du droit administratif ou du droit de la comptabilité publique, c'est pas comme du droit commercial ou... Non, c'est assez technique. Voilà, c'est assez technique. Donc, comme je disais, on a mis en place ce système-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a issu du tronc commun et après, on laisse la possibilité à l'étudiant par rapport à ses aptitudes, mais avec le conseil des enseignants de choisir un parcours bien défini au niveau du master. D'accord. Pour éviter justement que l'étudiant se retrouve au cycle master, ils ne savent pas quoi faire en réalité. Ouais, parce qu'on est bloqué. Enfin, il y a l'ennui qui malheureusement pousse l'étudiant à se retrouver dans une situation évidemment pas très commode. Alors, Benny, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles peuvent être aussi les responsabilités des parents en ce qui concerne évidemment ce procédé-là. Est-ce qu'il va falloir que les parents essaient de mettre en place aussi des initiatives dans ce sens-là pour éviter que l'enfant, très tôt déjà, ne s'ennuie dans une activité ou bien ne s'ennuie à l'école. Comment ça se passe? Est-ce que les parents aujourd'hui peuvent avoir une responsabilité? Oui, moi je pense que la responsabilité commence d'abord à la maison. D'accord. Parce que même avant que l'enfant ne puisse commencer l'école,
il fait ses premiers pas, il commence avec ses premières écritures à la maison. Et donc moi je pense que c'est aux parents de détecter déjà les centres d'intérêt. Vous allez remarquer qu'il y a des enfants qui aiment bien bricoler certaines choses, il y a d'autres qui aiment bien dessiner ou griffonner. Donc moi je pense que ce sont des petits signaux qui peuvent pousser justement, aider les parents à orienter leur enfant. Et tout commence également à la base. Si l'enfant n'a pas été bien orienté dès le bas âge, plus tard à l'université se retrouve à faire quelque chose qu'il n'aurait pas souhaité faire, quoi. C'est vrai. Ouais. Mais est-ce que, c'est pas pour, est-ce que ce genre d'initiative, par exemple, est-ce que toi, la grande sœur, tu arrives à l'appliquer avec la petite sœur ou le petit frère? On va dire que j'ai pas vraiment eu une décision à prendre par rapport à ça. Je n'ai pas vraiment eu un œil par rapport à mes petits frères. D'accord. Mais est-ce que ce travail de sensibilisation, ce message est axé parfois avec papa ou avec... est-ce que papa Dieudonné, parce que j'ai retenu toutes les fois où tu viens sur le plateau, est-ce que papa Dieudonné est beaucoup plus disposé à justement aller dans ce sens-là? Est-ce que toi, effectivement, en tant que fille, tu arrives à sensibiliser papa ou maman par rapport à l'importance aujourd'hui de devoir mieux orienter, faire attention aux petits frères ou aux petites sœurs? Je n'ai pas encore eu l'occasion de sensibiliser mes parents. D'accord. Mais mon père en particulier, surtout en ce qui concerne l'orientation à l'université, il tient beaucoup compte des aptitudes et des capacités que possède l'enfant en fait. Par exemple, une personne qui a des aptitudes en littérature ne pourra pas aller faire médecine, ne pourra pas aller faire les sciences, quoi. D'accord. Donc c'est un peu ça. Les amis, nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Un tour de table avant de se dire au revoir. Évidemment, ça allait très vite et on ne s'est pas ennuyé, rassurez-moi quand même. Nous ne nous sommes pas ennuyés dans cette deuxième thématique. Donc il fallait que vous preniez position là, les amis. C'est un exercice. Edwin, par rapport à la thématique, s'il fallait que tu prennes position. À dire que oui, l'ennui, il faut faire attention, il faut toujours être occupé, il faut s'occuper. D'accord. Mais qu'à cela ne tienne, l'ennui n'est pas toujours ce qu'on veut nous faire croire, parce que l'ennui était à l'origine de plusieurs choses. Notamment la création. La création. En l'occurrence. Exaucé. Alors, de ma part, je pourrais dire que des fois on dit que l'oisiveté est un mauvais vice. C'est bien, mais d'un côté, c'est faux, parce que étant seul dans son coin, on peut réaliser certaines choses inattendues et donner un témoignage derrière par le fait d'être coincé dans une position, effectivement. Donc l'ennui, élément déclencheur, effectivement. Dieudonné. Enfin, je dirais qu'on peut être dans une situation d'ennui, mais le plus important, c'est pas de demeurer dans cette situation, c'est de sortir en devenant productif. Ah, on a réussi à te convaincre là. Oui, d'une manière ou d'une autre. Non, mais je te taquine évidemment. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Des personnes à saluer vite fait avant de clore. Dieudonné, tu veux saluer papa, maman, des cousines, des frères. Allez, vas-y. Je salue mon père Dieudonné, ma mère Esther, mes frères et sœurs et toute la famille. D'accord. Exaucé. Toujours comme coutume, je salue ma famille, Améger et la famille Mbika, ainsi que ma meilleure pote, Christina Kondi. D'accord, Christina, on salue au passage. Edwina. Ils sont peu à présenter, c'est toute la famille de Mangungu qui nous suit avec beaucoup d'intérêt. Évidemment, et nous passons un gros coucou à tous les téléspectateurs de Médian TV, en tout cas pour l'émission Génération News et d'autres programmes sur la chaîne. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.